Mais les matelots à 35-40 ans, il fallait qu'ils quittent cette navigation. S'il en restait un ou deux à bord, on les met dans des postes particulièrement doux, le magasinier par exemple, chargé des lampes, chargé de la peinture. Mais pour faire le quart, monter dans la mâture jusqu'à 55 mètres de haut, après 35-40 ans, c'était fini, il ne fallait pas y compter. Les 4 mâts barques, c'est des bateaux en bois, des bateaux en fer. C'est-à-dire, les Américains ont eu des 4 mâts qui n'étaient pas barques en bois. Mais tous les bateaux dont je vous parle, qui ont été construits à la fin du siècle dernier, étaient tous en acier. La coque était en acier. La coque et la mâture en acier. Tout le navire était en acier. Très résistant. Très résistant à toute épreuve. La France possédait à cette époque-là combien de 4 mâts de ce genre? La compagnie Bord, on avait déjà une vingtaine de ces beaux 4 mâts. Et les autres compagnies de navigation devaient avoir un chiffre équivalent. C'est-à-dire que les Français possédaient environ 40 grands 4 mâts. La plupart barques, mais il y avait quelques 4 mâts carrés également. Oui. Mais alors tous ces bateaux faisaient le Cap Horn? Au moins une fois dans le tour du monde. Les bateaux qui faisaient le Chili et San Francisco, c'est-à-dire la côte ouest d'Amérique des États-Unis, faisaient le Cap Horn 2 fois. Ils passaient de l'est en l'ouest, c'est-à-dire contre tout, avec toutes les difficultés. Les navires qui, au contraire, allaient en Australie ou en Tasmanie, allaient par le sud du Cap de Bonne-Espérance et revenaient par le Cap Horn, c'est-à-dire avec tous les éléments avec eux, poussés par les éléments. Mais ils faisaient le tour du monde, par exemple. Ils faisaient le tour du monde, c'est ça. Les derniers bateaux, le dernier 4 mâts qui a fait commerce, a disparu à quelle époque? Le dernier 4 mâts qui a fait le commerce, à mon avis, c'est Richelieu. Et l'ancien Paula, pris aux Allemands pendant la guerre, qui a été transformé en bateau-école. Il est brûlé à New York, je pense, vers 1922 ou 23. Je crois que c'est le dernier 4 mâts à avoir fait la voile. Mais des 3 mâts qui étaient plus petits ont encore fait les Antilles, Cayenne, les Caraïbes, jusqu'en 1930. Que sont devenus les commandants caporniers, capitaines au Honcourt? Vous savez, le canal de Panama a été percé en 1915. Les Allemands, avec leurs sous-marins, ont coulé une grande partie des voiliers. En plus, le progrès, la loi de 8 heures, ne permettait plus d'exploiter ces navires. En 1925, pratiquement, les grands voiliers français avaient cessé pas d'exister. On les a désarmés dans le canal de la Martinière. La plupart ont été démolis. Les capitaines ont dû s'engager dans toutes les compagnies de navigation. Et dans toutes les compagnies, on trouve trace des caporniers que nous sommes qui ont servi les amateurs. C'est ainsi que nous avons des commandants des transats, des messagers maritimes, des grands pétroliers. Finalement, l'âge étant venu, ces camarades ont pris leur retraite et nous trouvions une vingtaine ou une trentaine à Saint-Malo en 1938. Tous ces gars-là allaient toucher leur pension, leurs invalides à la marine. Un de nos camarades brillants a eu l'idée de les réunir dans un banquet pour parler du temps où on cassait des vergues et on défonçait des voiles. Au dessert, évidemment, quand il y a eu quelques verres de muscadet, tout le monde parlait. Et le tenancier de l'hôtel a constaté que les gens parlaient du Cap Horn et des voiles déchirées. Alors il a dit, pourquoi ne faites pas une association de caporniers? C'est un souvenir qui va s'en aller avec vous. Alors, en 1938 à Saint-Malo, avec ces 25 types-là, nous avons fondé l'Association internationale des caporniers dont voici le pavillon. Le roi des mers du Cap Horn, c'est l'albatros, que vous voyez ici d'ailleurs, et que je porte à la boutonnière. C'est l'insigne des caporniers. C'est l'insigne des caporniers. L'albatros, on trouve dans les mers polaires sud seulement, parce qu'il ne vient pas dans le nord. C'est un oiseau qui a un bec qui fait plus de 20 cm de long, et une envergure, j'en ai pêché, qui faisait 4,25 m de long. Alors la partie supérieure du bec est très crochue. Le bec est très crochu, oui. Et les pattes sont palmées. Pour le pêcher, les marins ont installé un système qui est grossièrement représenté ici, qui comporte un triangle isocèle en cuivre, découpé dans une plaque de cuivre, à près de 2 mm d'épaisseur. L'angle aigu est ainsi disposé pour que le bec crochu de l'albatros se prenne dedans. Évidemment, le triangle possède des trous et bardé de pointes de lard, cousu avec une aiguille à voile, solide dessus par conséquent. Il est supporté par sa base à un flotteur suffisant en liège et relié au bord par une ligne qui est
lever sur la lunette tout à fait soigneusement. Quand les albatros, on prend les albatros quand ils ont faim, c'est-à-dire après 3-4 jours de tempête, ils peuvent à peine se poser sur l'eau. Alors à ce moment-là, ils crèvent de faim, ils se jettent sur tout ce qu'on jette du bord. Alors le marin qui veut pêcher l'albatros s'aligne levé sur la dunette, et alors il fait bien voir à l'albatros qui a un œil très perçant, il lui fait voir qu'il va acheter quelque chose à l'eau. Quelque chose à l'eau, c'est le triangle piège, bardé de l'art avec le flotteur. Il le jette à l'eau, et à ce moment-là, il file la ligne, parce qu'il ne faut pas que le navire ne marche jamais très vite pour pêcher un albatros, il marche qu'à 5 nœuds, et le marin file la ligne au fur et à mesure que le navire avance. De manière à ce que le triangle reste sur place. Le triangle reste horizontal, tenu par le flotteur de liège. Alors, on voit l'albatros ou plusieurs qui se jettent, qui se posent à côté du morceau de liège. Parce qu'il ne croche pas directement dedans. Alors là, c'est là le coup d'œil du marin. Alors à un moment donné, il faut avoir une bonne vue, il faut que ça trouve à 50, c'est pas 100 mètres du bord, la ligne fait 200 mètres. On voit l'albatros qui se jette alors pour saisir le morceau de l'art. Le bec s'engage dans la partie aiguë du triangle, l'angle aigu du triangle, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, le marin étale sur la ligne. Il fait en quelque sorte. En somme, il perd. Oui. Et le réflexe de l'albatros, c'est assez curieux, il a deux réflexes. Le premier, plus on tire dessus, plus il ferme le bec. Alors que s'il ouvre le bec, là, dans beaucoup de cas, il pourrait se libérer. Et très souvent, il plonge. C'est-à-dire qu'il préfère se laisser prendre plutôt que de lâcher sa proie. Je pense que son réflexe, c'est de garder sa proie. C'est ça. Et on le ramène à bord comme ça. Bien souvent, il plonge. Alors là, quand il plonge, il faut 2 hommes pour le ramener à bord. Alors, main sur main, ce qui se fait pas au moyen en termes marins, on tire sous la ligne, mais tout à fait doucement, parce que l'albatros, il faut l'avoir vivant et complet. Ses plumes servent pour les marins à beaucoup de choses. Son duvet sert à faire des oreillers, son bec sert à faire des cannes, mais surtout ses os, qui sont très longs, permettent de faire les bateaux en bouteille que vous voyez ici, là. La partie en os des bateaux en bouteille. C'est-à-dire, oui, c'est ça, les bordées. Les bordées, les batteries, les bateaux en bouteille, oui. La mâture également, parce que le marin scie dans ses os les mâts des navires. Hein. Et alors, j'ai souvent vu dans les grands coups de tabac, alors, il faut le monter à bord tout à fait délicatement, sans qu'il touche rien du tout, il est immaculé. Il est blanc ou gris, l'albatros amiral est tout blanc. Hein. Il est presque immaculé. Alors le marin le force, parce que comme il est pris, on lui amarre le bec, et on le suspend par le bec. À partir du moment où vous le mettez sur le pont, l'albatros devient maculé. Il ne peut pas s'envoler parce qu'il a les pattes assez courtes, qui sont palmées, il a 4 mètres d'envergure. Quelquefois, j'en ai vu des douzaines sur le pont, qui se promènent sur le pont, mais ils deviennent sales. Alors quand on veut soit les utiliser, surtout les naturaliser, nous en avons un naturalisé au musée des Caporniers de Saint-Malo, que nous avons inauguré le 9 juin. Alors il faut que l'albatros reste propre. Et on le suspend pour ça. On le suspend par le bec. Même, j'ai vu des choses lamentables, j'ai vu, pour ne pas le saigner, pour le faire mourir, lui mastiquer la bouche et le nez, pour qu'il étouffe. Le marin ne se rendait pas compte réellement de la cruauté du geste, mais il voulait sur l'albatros intact. En plus, je crois que le marin n'aime pas l'albatros. Pas plus que le requin. Pourquoi? Quand un marin, ça arrive fréquemment dans les mers du Sud, qu'un marin soit enlevé par un paquet de mer. Et bien souvent, quand ce sont des tempêtes, on ne peut rien faire pour le marin enlevé par un paquet de mer. On ne peut pas mettre une embarcation à l'eau. Bien souvent, les marins capitaines qui ont mis des embarcations, elles ne sont pas revenues. Lui jeter une bouée, c'est prolonger son agonie. On voit le banc d'albatros qui se jette sur le marin. Je ne pourrais pas le certifier, il fallait que l'albatros commence par l'attaquer par les yeux. C'est la revanche un peu de l'albatros sur le marin. Mais l'albatros pique d'abord les yeux du marin. Crève les yeux d'abord. Il crève les yeux. L'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Il est séparé du continent antarctique, qui, je le souligne, est plus grand que l'Europe, par le détroit de Drake, à l'altitude de 60 degrés, par laquelle on double le Cap Horn. La mer peut faire, et le vent peut faire le tour du monde. Par conséquent, dans le détroit de Drake, s'engouffrent les courants, les vents, les houles formidables du Cap Horn. Tout cela contre le navire qui, débouquant de l'île des États, veut passer d'est en ouest. Tout est contre lui. Tout est contre lui. La houle, le vent, tout. La houle, le vent, les glaces, la brume, le manque de vue, l'hiver, les jours qui sont extrêmement courts, l'absence d'observation, pas d'astre. Je me souviens, après 60 quelques jours de mer, après avoir quitté l'Europe, nous arrivions pour atterrir sur l'île des États. L'île des États, c'est là que commence le Cap Horn du côté de l'Atlantique.
Tous les officiers, nous étions en train de chercher à voir la terre, parce que la longitude sur ces navires dépendait complètement des chronomètres. Et après 70 jours de mer, le chronomètre pouvait avoir des erreurs, et nous pouvions très bien avoir 15 ou 20 000 de différence en longitude. Et comme la vue n'était pas souvent de 15 ou 20 000, tant que nous n'avions pas vu l'île des États, l'île du Nouvel An, qui est le point sur lequel on atterrit, tout le monde d'abord se faisait de la bile, c'était notre peau qui était dans la balance. Enfin, à un moment donné, voilà, on connaît l'île du Nouvel An. On laisse porter pour doubler le Cap Saint-Jean, et tout d'un coup, nous nous trouvons face à face, avec cette houle qui a fait le tour du monde. Cette houle que j'ai mesurée. Sur un navire de 110 mètres, j'ai constaté que dans les lames déferlantes, le navire avait quelquefois le cul dans la houle, le bout dehors, dans le sommet de la houle, le bout dehors était dans le creux. Par conséquent, la houle faisant deux de ses pentes, la houle avait donc au moins 200 à 220 mètres de long. En montant dans la mâture, j'ai mesuré l'ondulation, en prenant l'horizon comme point fixe, et la hauteur à laquelle je montais dans la mâture, pour ne pas perdre de vue l'horizon. J'ai mesuré des creux de 18 à 25 mètres. Certains auteurs parlent de 30 mètres, je ne le crois pas. Mais enfin, ce sont des moyens tout à fait, comment dirais-je, rudimentaires de mesurer ça. En tout cas, nous arrivions là, nous tombions dans cette houle qui n'existe pas ailleurs. Elle est puissante, c'est la respiration de l'océan. Elle déferle? Oh, c'est quand le vent dépasse 100 km, elle est déferlante. À ce moment-là, c'est un bouillon qui se précipite à la vitesse de 30 nœuds contre le navire. La première fois que j'ouvre le Cap Horn, nous prenons la bordée de tribord, vous voyez. Tribord, c'est le vent à droite, hein. Le vent, les amures à tribord, le vent de tribord. Nous descendions avec des gros vents de nord vers le continent antarctique au plus près. Après 2 ou 3 jours de cette bordée, nous arrivons par 61 degrés de latitude sud. À ce moment-là, il faisait moins 10 degrés, les cordages étaient gelés, étaient gros comme ça. Nous étions obligés de dégeler les poulies pour tirer sur les cordages. Et à un moment donné, nous tombons sur la banquise, nous voyons des glaces immenses. Un matin, je me souviens, nous étions 3-4 sur la dunette, dans une embellie, nous voyons une banquise énorme, et je suis à peu près sûr, nous avons tous cru voir, nous avons vu un énorme toit, un grand toit mât, désemparé, mais qui se trouvait déjà monté peut-être à 15 mètres au-dessus de la banquise. Parce que vous savez, la banquise, quand elle remonte, elle trouve des températures supérieures à 1 degré et fonce doucement. La banquise finit par émerger un peu. Et le navire, qui était peut-être depuis des années sur cette banquise, avec 5 ou 6 mètres au-dessous de l'eau, était monté à peut-être 10 ou 15 mètres au-dessus. Il se produit d'ailleurs quelque chose en plus de catastrophique. La mer, quand la banquise vient un peu plus vers le nord, la mer mange par la chaleur, la température de 1 ou 2 degrés, finit par manger au bout des années le bas de la banquise. Cette énorme banquise perd l'équilibre et fait le tour complet. Alors, malheur au navire qui se trouve dans les environs. Enfin, arrivé par 61 sud, alors nous virons de bord, la plupart du temps à la cape, c'est-à-dire avec seulement 3 ou 4 voiles dessus sur les 33 que porte le navire, des paquets de mer dont certains font des centaines de tonnes en bas à toute vitesse sur le navire. À ce moment-là, la vie d'ailleurs, la vie à bord, on ne fait plus que manger, dormir et la manœuvre du bateau. Si le temps se prolonge, tout le monde est vêtu de ciré. Vous voyez les clous qui apparaissent au cou, qu'on appelle les clous de mer, qui apparaissent au poignet par le frottement du ciré. Le travail de la mâture, quand il faut serrer les voiles, c'est un travail considérable. Je vais vous raconter une affaire qui m'est arrivée à moi, c'était pas le premier voyage. Nous étions en cap, sur les toits fixes, la misaine au riz. À un moment donné, la misaine foutait le camp, c'est-à-dire tous déchirés. Or, ces voiles sont en double zéro, une toile excessivement résistante. Elles sont encadrées avec des fils d'acier qu'on appelle les ralingues. Dans les coins, il y a des traits pour prendre les écoutes et les amures, qui sont doublés de palans. Alors, sous la force du vent, cette misaine se déchirait partait en morceaux. Le capitaine, évidemment, j'étais matelot à ce moment-là. Le capitaine voulait sauver sa misaine. On envoie tout le monde en haut pour la serrer. La serrer, c'est-à-dire essayer de ramasser les morceaux, les rouler contre la vergue et avec un raban, les entourer sur la vergue pour que le vent ne continue pas à souffler dedans. Il faisait moins 10 degrés, nous étions tous dans la mâture. À ce moment-là, vous savez, il faut d'abord se tenir. Il y a une ralingue d'envergure. Alors, une main pour soi, la main gauche, et l'autre pour l'armateur avec laquelle on travaille. Alors, je me tenais donc solidement
à cette ralingue d'envergure, à cette bordure d'envergure. Et alors, je travaillais avec l'autre, mais le froid était tellement intense que je n'ai pas senti mon bras gauche qui se paralysait. On est restés 3 heures à serrer la misaine. Au bout de 3 heures, les camarades sont descendus. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon bras, un camarade m'avait serré le bras avec la voile. Je ne l'avais pas senti, j'avais le bras paralysé par le froid. J'avais le bras presque pratiquement gelé. Alors j'ai crié, bien entendu, j'ai crié, hein, on est venu à mon secours, on a molli le raban, j'ai réussi à descendre de cette misaine. Par le malheur, sous le conseil d'un vieux camarade, un vieux marin de 35 ans, d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, il m'a conduit à la cuisine pour me dégeler le bras. Quand le sang est revenu dans les doigts, c'était quelque chose de épouvantable. En tout cas, le lendemain, j'ai réfléchi. J'avais apporté mes bouquins, et dès qu'il a fait beau temps, je les ai ouverts, j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mon vieux, il faut faire la capitaine. Ce métier-là, de matelot, réellement, c'est pas un métier supportable, il faut passer capitaine. Après avoir passé le Cap Horn, quelle était la destination du navire en général? Il y avait 2 destinations pour les navires qui passent Cap Horn de l'Est dans l'Ouest. Le Chili, pour porter des chargements de charbon en général, pour des chargements de nitrate de soude, et San Francisco, pour ceux qui portaient des diverses et qui allaient acheter du bois ou du grain. Oui. Quel était le plus pénible au Chili, je suppose? Le plus dur, c'était le Chili. Oui. Alors, après avoir doublé le Cap Horn, les vents en général étaient favorables, on tombait dans la lisette sud-est, Suède, assez rapidement. En plus, les dans le courant d'un Humboldt qui remonte à côte du Chili, et 20 ou 25 jours après le Cap Horn, on commençait à percevoir la cordillère des Andes, au large de Valparaiso. En passant, je citerai que de la rade de Valparaiso, j'ai aperçu les ciments neigés du mont Aconcagua, qui fait 6500 ou 600 mètres de hauteur. Bien souvent, pour les heures de Valparaiso, on continuait le long de la côte avec le cours d'un Humboldt, et nous présentions devant la rade d'Iquique. Iquique, c'est le grand port de nitrate du Chili. Alors vous échangez là du charbon? Iquique se trouve par 20 degrés de latitude sud. Oui. C'est-à-dire que quand le soleil se trouve dans l'hémisphère sud, on l'a quelquefois juste au-dessus de la tête. Hein. Je veux dire qu'il fait chaud. Et là, nous déchargeons le charbon. Mais le Cap Horn, c'était quelque chose de formidable à passer, mais décharger le bateau par les moyens du bord, c'était quelque chose également de terriblement compliqué. Le navire sur lequel j'étais portait 4000 tonnes de charbon. Nous avions pris en Angleterre. Il fallait le mettre en sac, il était en vrac dans la cale. Et avec des pelles et des sacs, il fallait remplir les sacs de 50 kilos. Ce qui faisait 80 000 sacs à débarquer. Par les moyens du bord. Nous avions des treuils pour les monter, nous les pesions et nous mettions dans des lanches. Tant qu'il y avait des lanches du bord de chargement, nous faisions en général 400 tonnes par jour. 400 tonnes. C'était tous les marins du bord qui déchargeaient leur charbon. En général, c'est les marins du bord. Quelquefois, il y avait une équipe, quand le navire était pressé, ou qu'il pouvait gagner de l'argent, une équipe de terre venait aider. Mais quand je naviguais, déjà, les voiliers ne gagnaient pas beaucoup d'argent, on déchargeait le charbon par les moyens du bord. Et alors ensuite, il fallait remplacer ce charbon par du nitrate de soude. Par du salpêtre. Alors le salpêtre, et alors, tous les jours, le navire était mouillé, je dois vous dire, à 3000 de terre au moins, c'est-à-dire environ 5 ou 6 km de terre. Et alors nous avions des chaloupes et un canot pour faire le service avec la terre. Tous les matins, à 5 heures du matin, il fallait chercher ceux qui pesaient, les peseurs jurés qui pesaient le chargement, ou les arrimeurs jurés qui arrimaient la cargaison. Et nous faisions ça, le trajet, à partir de 5 heures du matin, 5 ou 6 fois par jour. Les jeunes, c'est les jeunes qui faisaient ça. Car on chargeait le bateau à distance comme ça? Ah oui, nous étions à Radforen. Et on n'était pas à quai du tout. Oh, il n'y avait pas de port. On voyait la cordillère des Andes à 3000. C'était un abri naturel en quelque sorte. Il y a des marins qui ont fait 10 voyages du Chili sans jamais mettre les pieds à terre. D'ailleurs, à juste raison, parce que quand ils partaient à terre, on les trouvait vraiment le lendemain à la boîte, à la calabouse. Hein. Est-ce que le salpêtre n'est pas un chargement dangereux? Le salpêtre, c'est un chargement dangereux. D'ailleurs, on en prenait beaucoup, on en prenait comme engrais, mais pendant la guerre, on en apportait beaucoup pour faire les poudres. Oui. Dans la poudre est composée de charbon et de nitrate de soude, de salpêtre. Et le sac de salpêtre est un sac qui pèse 100 kg. Et à la compagnie Bord, on était un homme quand on pouvait mettre le sac de 100 kg sur son dos. Alors, je m'en souviens, le voyage que j'ai fait de Mousse, j'avais un novice qui était plus vieux que moi, qui était plus rappelé, qui avait déjà navigué pendant 15 mois avant moi, et il mettait le sac de 100 kg sur le dos. Alors, pendant 2 voyages de Suisse, je me suis crevé dans la cale
pour m'exercer à mettre mon sac de 100 kilos sur le dos. Et le jour où je peux mettre des 100 kilos, je peux aller chercher les copains, je dis, voyez, ça, je mets le sac de 100 kilos sur le dos. Et ça m'a bien servi parce que en voyage, j'ai aidé à arrimer au moins 20 000 sacs de salpêtre. Sur la pile, les palanquets arrivaient par 12 sacs, il fallait les mettre sur le dos des arrimeurs patentés, qui eux pesaient en général 100 à 120 kilos, qui avaient des bras comme ça et qui ne faisaient que ça toute l'année. Et qu'on nourrissait avec des viandes rouges spéciales d'ailleurs. Mais ils nourrissaient d'une manière particulière. Oh, il fallait leur 250 grammes de beefsteak au repas du midi. On les nourrissait que le midi, on les envoyait à terre le soir. D'ailleurs, le Chili, c'est un pays absolument particulier. La première fois que je suis arrivé à Iquique, là, les marins m'ont dit, tu vas à la terre, toi, parce que le capitaine me connaissait, tu vas aller porter le capitaine à la terre, tu iras avec le sac de choux pour acheter des choux au marché. Ben, si tu pisses le long d'un arbre, tu auras 10 000 francs d'amende. Pisser le long d'un arbre, 10 000 francs d'amende, ça me semblait quelque chose d'extraordinaire. Ben, j'ai compris. Dans toute la ville d'Iquique, il n'y avait pas un arbre naturel. Sur la place Arturo Prat, qui est la place principale d'Iquique, à ce moment-là, les tramways étaient encore traînés par des chevaux, il y avait quatre caisses dans lesquelles il y avait des arbustes. Et les Chiliens trouvaient que ces arbustes étaient magnifiques. D'ailleurs, un jour, j'ai vu quelques gouttes de pluie, tous les Chiliens qui arrivaient à boire avec des souliers bien cirés, qui avaient quelques gouttes dans la poussière, parce que le pays était plein de poussière, me disaient « El temporal, la tempête ». Pour eux, un grain de pluie, c'est la tempête au Chili. Ils n'avaient jamais de pluie. D'ailleurs, s'il y avait de la pluie, il n'y aurait pas de tempête.